Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, la révolution bolivarienne initiée par Hugo Chavez est-elle à sec au Venezuela? Et on se demande si les grandes métropoles dirigeront le monde. Les manifestations en Ukraine ont accaparé l'espace médiatique au cours des derniers mois, et pour cause. Mais depuis le début du mois de février, un autre pays est secoué par des manifestations de masse, c'est le Venezuela. On compte même jusqu'à présent une vingtaine de morts. Les manifestants contestent le régime chaviste, du nom du charismatique Hugo Chavez, qui a construit sa révolution socialiste depuis son élection en 1998 jusqu'à sa mort en mars 2013, et que dirige aujourd'hui le président Nicolás Maduro. Donc, tout ça se déroule sur fond de crise économique profonde, depuis l'élection très serrée de Nicolás Maduro en avril dernier. La croissance économique est anémique, après avoir frisé les 18 en 2004 et ensuite aussi autour de 5, 6, 7 au cours des années suivantes. Elle est aujourd'hui autour de 1 Pire encore, le taux d'inflation autour de 50 voire un peu plus, est le plus élevé d'Amérique latine. Le bolivar, dont la valeur ne cesse de chuter, se transige de plus en plus sur le marché noir. Et on note une pénurie de denrées essentielles, y compris alimentaires, aux quatre coins du pays. Mais peut-on se demander, ou peut-on dire pour autant que le chavismo est en train de pousser son dernier souffle? Je pose la question aujourd'hui à deux spécialistes du Venezuela. Claude Morin, professeur d'histoire, bonjour. Bonjour. Et Georges Bastin, professeur au département de linguistique et de traduction à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, Jean-Frédéric. Donc, je commencerai avec une remarque. On remarque que ce sont les classes moyennes et nantis qui manifestent et que les quartiers pauvres de Caracas, la capitale, sont plutôt calmes. Qu'est-ce que ça nous dit sur ces manifestations et sur l'opposition au régime? Je commence avec vous, Claude. Oui, mais ça signifie qu'on est dans un pays polarisé. Il l'est depuis une bonne quinzaine d'années. Et la polarisation, ça a été quelquefois même mise en vedette par la dernière élection présidentielle en avril 2013, à savoir que l'opposition est venue très près de gagner la présidence. Alors, ça nous montre justement qu'on a affaire à un pays qui est divisé en deux blocs. Le bloc dominant avec une très faible majorité. Si on se fie aux résultats électoraux, c'est le bloc bolivarien derrière le président. Et nous avons de l'autre côté une opposition qui s'est unifiée dans le cadre de la table d'unité démocratique, d'union démocratique, la MUD, comme on dit en espagnol. D'accord. Et que veulent les manifestants exactement? J'aurais peut-être voulu d'abord revenir sur la notion de classe moyenne au Venezuela, parce que quand on connaît la population vénézuélienne, on pourrait dire, je pense, qu'il n'y a que 5% de très riches, dont font partie aujourd'hui la bourgeoisie. La bourgeoisie. Depuis toujours, on a un bloc de pauvreté, selon les critères canadiens, d'environ 80% de la population. Donc, ces manifestations sont tout d'abord des manifestations d'étudiants. Ensuite, les manifestants font partie des 80%. Donc, je pense tout à fait exagéré de dire qu'il s'agit de nantis ou de riches. Ce n'est absolument pas cela. Vous avez demandé aussi pourquoi les pauvres ne bougeaient pas. On entend de plus en plus le son des casseroles dans les bidonvilles et dans les quartiers les plus pauvres de Caracas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne bougent pas. D'abord parce que ces quartiers pauvres sont noyautés par des comités de la Révolution qui jouent le rôle de délateurs. Les employeurs... Associés au pouvoir? Associés au pouvoir, bien sûr. Ce sont les comités de la Révolution. C'est un modèle castriste. Alors, vous me demandiez les raisons de cette mobilisation. Bon, il y a bien sûr l'insécurité, la violence, liberté d'expression, les pénuries, comme vous l'avez mentionné, et l'impunité de toute cette violence, une violence qui se chiffre à 25 000 morts en 2013, donc 5 fois plus qu'à l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez en 1998. Pour le mois de février 2013, 396 cadavres sont entrés à la morgue de Bellomonte à Caracas, donc mort violente. Oui. M. Morin, vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Je suis d'accord qu'il y a un problème économique. Je suis d'accord aussi qu'il y a une insécurité qui fait que les Vénézuéliens, de quelque tendance qu'ils soient, mal à l'aise dans leur quotidien,
Mais cette insécurité, l'opposition contribue beaucoup à l'alimenter. Elle contribue à l'alimenter parce que les dernières manifestations, ce sont des manifestations qui visaient les bâtiments publics, qui visaient la télévision du Venezuela avec des actes de vandalisme, de destruction, la construction de barrages qui ont même été la cause de décès parmi des gens qui n'avaient rien à voir. On dit 17 morts jusqu'à présent, mais il y a peut-être une trentaine de morts de personnes qui n'ont pas pu se rendre aux hôpitaux pour recevoir des soins parce que les rues étaient bloquées, notamment à Caracas, mais également dans d'autres villes. Mais Caracas, c'est beaucoup plus sérieux à cause de la concentration de la population. Mais on note, par exemple, et Georges en a brièvement parlé, on note, entre autres, l'opposition rapporte qu'il y aura un contrôle accru du pouvoir sur les médias. Bref, que la liberté d'expression dans les médias serait de moins en moins grande et de plus en plus muselée. C'est à peu près risible de dire ça parce que les médias télévisuels, audiovisuels sont entre les mains d'une majorité de l'opposition, à savoir que les puissants contrôlent aussi les médias, à commencer par la famille Capriles qui est propriétaire de médias. Ceux qui ont les moyens d'envoyer des messages sur Twitter ou sur Facebook et de mettre en ligne des vidéos sont aussi proches de l'opposition. Alors, cette crise, elle est magnifiée par le contrôle qu'on a sur les médias et elle fait partie aussi d'une stratégie de déstabilisation qui fait que le gouvernement, peut-être est-il paranoïaque, mais le gouvernement croit qu'il joue son avenir dans la crise actuelle. Et par conséquent, il prend des moyens pour éviter que les rumeurs ne développent une action violente qui s'est manifestée sur le terrain. Oui. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ça, Georges? Non. Je pense que c'est un peu fort, d'ailleurs, de dire que c'est l'opposition qui contribue à alimenter cette violence. En ce qui concerne la violation, disons, de la liberté d'expression, il ne reste plus de chaîne de télévision de l'opposition, si l'on peut l'appeler comme cela. Il reste un seul quotidien tel qual. Ces chaînes ont été fermées. Il suffit de voir la réaction récente du président Maduro qui a jeté malproprement les journalistes tant de NTN 24 en Colombie que de CNN. Il y a un acharnement contre justement ces médias qui subsistent, contre les dirigeants de l'opposition en général et même les dirigeants étudiants. L'Assemblée nationale vient de se prononcer et de dire qu'on allait prendre des sanctions contre les maires des villes qui ne font rien pour empêcher les manifestations pacifiques, populaires, de masse. Et là, si je vous lance la question principale, est-ce que vous pensez que le régime chaviste, le régime de Nicolás Maduro, est présentement inquiété ou risque de faiblir, voire de s'effondrer? Est-ce que c'est une possibilité? Pour moi, il est inquiété et à juste raison. Il est inquiété parce qu'il voit dans ce qui se passe un plan. Et ce plan viserait à terme le renversement du gouvernement, je signale, démocratiquement élu en dépit du vote serré. Et par conséquent, il prend des moyens pour éviter que ce mouvement-là ne s'amplifie en dehors des règles constitutionnelles et du maintien de l'ordre. Je crois qu'un pays qui serait autant sur le radar que ne l'est le Venezuela prend des moyens. Il peut prendre des moyens excessifs par rapport à la réalité des choses. Et là-dessus, je dirais que l'opposition n'a aucune chance de gagner par la voie électorale à court terme. Il y aura éventuellement des élections en décembre 2015, des élections législatives, et elle pourrait, si elle le voulait, engager un processus pour un référendum révocatoire au mois d'août, dans cette période-là, 2016. Mais c'est beaucoup trop loin pour elle, parce qu'entre-temps, elle ne sera pas au pouvoir. Oui. Georges, est-ce que le régime est en péril? Bien sûr. Oui. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Il est tout à fait en péril. Il est en péril pour une raison tout à fait évidente, c'est que l'argent s'est terminé. La dette extérieure du Venezuela est absolument insupportable. Les réserves nationales ont été dilapidées d'une façon honteuse. La meilleure preuve, ce sont les pénuries que nous connaissons aujourd'hui au Venezuela, des files d'attente qui durent des heures pour obtenir
que ce soit du papier toilette, que ce soit des hosties dans les églises ou du papier pour les journaux. C'est évident que ce mouvement vise à renverser le gouvernement. C'est tout à fait évident. Est-ce que le régime a Mais les il ne s'agit moyens pas de se d'un coup maintenir? d'État. Ce mouvement demande la rectification d'un gouvernement tout à fait erratique dans la gestion du pays. Ouais. Pour conclure très rapidement, qu'est-ce que le régime peut faire, enfin, pour se maintenir? Bon, je pense que le gouvernement a fait un geste positif qui va dans le sens d'une atténuation de la crise, dans la mesure où il a créé la Conférence nationale de la paix. L'opposition la plus extrémiste ne veut rien entendre, mais il y a quand même des gens à l'intérieur de l'opposition qui ont décidé de participer à la commission politique qui a été formée pour rendre effective cette Commission nationale de la paix. Il y a eu samedi une réunion avec, samedi dernier, c'est-à-dire samedi le 1er mars, de 500 entrepreneurs qui ont participé à une rencontre. Donc, je vois que, et il y a eu le sondage du 1er mars qui indique que le 91 %, et ce sondage a été réalisé par une firme qui n'a rien à voir avec l'État, et qui montre que 91 % des Vénézuéliens veulent que l'opposition participe à la conférence nationale. D'accord. Très rapidement, Georges, est-ce que le régime va effectivement se maintenir et que peut-il faire? Qu'est-ce que vous envisagez qu'il fasse pour se maintenir? Je pense que la meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est justement se retirer, laisser place à un gouvernement provisoire et convoquer des élections dont je suis sûr que l'issue sera une victoire de l'opposition. Cette majorité, soi-disant, qui était très faible il y a un an, ne l'est plus aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus que le mouvement étudiant, il s'agit d'étudiants nés et qui ont grandi sous le chavisme. Il n'y a pas de comparaison avec les autres. Ils ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de leader. Très bien. Merci. Je dois malheureusement vous arrêter. Je vois que c'est un sujet, c'est un débat assez polarisé au Venezuela comme ici. Exactement. On va continuer à suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci, Jean-Philippe. Dans sa définition traditionnelle, les affaires internationales sont l'apanage des États-nations. Paris, Londres, Pékin, Tokyo dirigent le monde. Mais si c'était justement ces mêmes grandes villes, en tant que métropole où se concentre l'activité économique, politique et culturelle des nations, qui donnaient la direction aux affaires du monde. Après tout, l'urbanisation, d'abord dans les pays développés, puis maintenant dans les pays émergents, les ont rendues plus populeuses. La moitié de l'humanité vit désormais dans les villes et on prévoit que le taux franchira les 70 % d'ici 2050. Et en même temps, les États-nations, surtout avec la crise, voient leur marge de manœuvre financière rétrécir. Alors, est-ce que les maires des grandes métropoles sont en train de se tailler une place aux côtés des présidents et des premiers ministres dans la gouverne du monde? Je pose la question aujourd'hui à deux spécialistes de l'urbanisme, enfin de la ville. Gérard Baudet, professeur à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Hamel, professeur de sociologie, également à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, la ville mondiale, la ville-monde n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la configuration politique et économique aujourd'hui qui serait en train de donner une place de plus en plus importante aux grandes villes dans la gouvernance mondiale, Gérard? Bien, je dirais plutôt que c'est une place qui est en train de se transformer. Bon, vous l'avez mentionné, c'est pas totalement inédit. L'âge d'or des grandes métropoles, fin 19e, début 20e siècle, est un moment important où on sait très bien que les métropoles étaient sur un échiquier de manière très, très forte, très positive. Ça s'est produit auparavant. On n'a qu'à penser aux jeux qui se jouaient entre Rome et Carthage, par exemple. Donc, ça se renouvelle constamment. C'est clair que l'État-nation a essayé de prendre en charge, en fait, les dynamiques métropolitaines, notamment dans son processus d'affirmation. Et là, on voit bien qu'il y a une forme de distanciation qui se prend et un repositionnement. Donc, pour moi, c'est plus une transformation qu'un nouveau rôle. D'accord. Donc, il n'y aura pas davantage de poids politique pour les grandes métropoles là, dans la gouverne mondiale aujourd'hui? Pas nécessairement. Je dirais qu'il y a un renouvellement du poids politique et peut-être sur d'autres registres et sur d'autres thématiques. D'accord, on y reviendra. Monsieur Hamel? Je pense que les États-nations sont toujours au centre de la gouverne mondiale. Cela dit,
on constate effectivement, avec la transformation de l'économie, le passage à une économie de services, à une économie de l'information, à une économie tertiaire, on voit bien que les milieux urbains jouent un rôle de plus en plus important, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la société en général, dans la culture. Est-ce que tous ces changements, toutes ces transformations se répercutent sur le plan politique? Cela est discutable. On ne voit pas encore des villes qui sont capables de jouer un rôle politique majeur au même titre que les États-nations, loin de là. Oui. Mais est-ce que justement ce fossé entre le poids économique d'une ville, d'une grande métropole, plus exactement, et son autonomie politique, est-ce que ça n'appelle pas une reconfiguration du pouvoir politique des villes? Je prends pour exemple, là, c'est relativement lointain, mais le sommet de Copenhague sur le climat en 2009. Les villes avaient été invitées à participer en disant « Vous avez un rôle énorme à jouer là, dans la lutte au réchauffement climatique. Vous devez avoir plus d'autonomie. » Donc, et les villes avaient répondu, plusieurs villes avaient répondu positivement. Est-ce que ce n'est pas donc un exemple là, d'une reconquête, si on veut, là, de l'autonomie politique des villes? Bien, c'est pas vraiment, je pense, une reconquête. C'est que les villes sont appelées à jouer un nouveau rôle. Ça, c'est clair. On a juste à regarder l'étendue, par exemple, des espaces métropolitains. Il y a là une relation au territoire qui s'est complètement modifiée. Le déclin, l'érosion des villes-centres un peu partout au profit des périphéries de plus en plus lointaines, ça oblige à repenser la nature même de la gouvernance métropolitaine. C'est clair qu'on a besoin des villes dans un certain nombre de dossiers. Par exemple, dans le dossier du réchauffement climatique. Est-ce que ça confère aux villes un poids politique pour autant? On voit bien que les États-nations résistent partout à donner plus de pouvoir. Il y a une association des grandes villes canadiennes, il y a des associations à l'échelle internationale, par exemple dans le domaine des villes du patrimoine mondial, où on tente bien justement de faire valoir qu'il faudrait avoir plus d'autonomie politique. Mais les États-nations, évidemment, qui ont des problèmes actuellement, ne sont pas disposés à lâcher une partie de leur pouvoir au profit des municipalités, parce que ça pourrait se retourner contre eux éventuellement. Elle résiste. M. Hamel? Écoutez, je pense qu'effectivement, les métropoles sont à l'avant-scène, non seulement sur les questions environnementales, mais sur d'autres enjeux. Et cela s'explique par la concentration des activités dans les régions métropolitaines. Ce n'est pas par hasard que les sociologues se sont interrogés ces dernières années pour savoir comment nommer ces nouvelles agglomérations. On parle de villes-régions, on parle de villes interstitielles, on parle de villes informationnelles. Et donc là, il y a une réalité difficile à cerner et qui correspond en fait à une redéfinition des activités économiques, des activités sociales. Et c'est certain que, eu égard aux enjeux environnementaux, c'est bien sûr, étant donné que la population se concentre de plus en plus dans les agglomérations urbaines, c'est bien sûr que c'est dans ces milieux que se posent que vont se jouer dans les prochaines années la lutte pour affronter les autres questions environnementales. Oui. D'accord. Mais évidemment, les villes n'élèvent pas d'armée, n'ont pas leur propre politique étrangère, ne frappent pas monnaie, mais il y a des domaines de compétences où elles sont relativement autonomes, où elles mènent leur barque elles-mêmes. Dans quel domaine exactement est-ce qu'on peut retrouver cette marge d'autonomie-là dans les grandes métropoles? Bien, il y a un phénomène qui est marquant depuis 3-4 décennies, c'est le passage du statut des villes qui est essentiellement pourvoyeuse de services à la propriété au statut de service aux citoyens. C'est-à-dire que, un peu par défaut, parce que l'État-nation ne parvient pas à livrer la marchandise dans un certain nombre de dossiers, on voit les grandes métropoles, on voit les grandes villes être obligées de prendre un peu le relais, souvent avec des moyens qui sont dérisoires par rapport aux enjeux. On pense au phénomène de l'immigration, toutes formes confondues. D'ailleurs, c'est un des grands enjeux actuellement, le phénomène de la métropolisation, c'est-à-dire des villes-régions qui siphonnent les territoires à leur profit, mais en même temps qui redistribuent leur propre population, leurs propres activités sur des territoires de plus en plus vastes, avec une perte de contrôle à un moment donné par rapport à ces activités-là. Bon, le cas de Détroit est peut-être le cas le plus patent de ce point de vue-là, où on peut même se poser la question, est-ce qu'on pourrait avoir, contrairement à l'idée qu'on se fait quand on parle de la ville, c'est-à-dire ce grand espace métropolitain affirmé avec panache, par exemple, avec des concentrations de gratte-ciel,
Est-ce qu'on ne pourrait pas être dans une situation où on aurait affaire à des villes étalées, sans véritable centre, mais avec effectivement toute une série d'enjeux difficiles à prendre en charge parce que la gouvernance métropolitaine est totalement fragmentée entre un très, très grand nombre de petites entités politiques. Et ça, je pense que c'est un des aspects de la transformation de la nature même de la grande métropole depuis quelques décennies. Et rattaché à ça, l'obligation de prendre en charge des enjeux, des dossiers qui traditionnellement relevaient de l'État-nation. Oui. Évidemment, les régimes constitutionnels, là, le pouvoir qui est donné aux villes n'est pas le même d'un pays à l'autre. Évidemment, on entend beaucoup parler présentement, là, depuis l'arrivée En fait, c'est un sujet récurrent, mais on entend beaucoup parler en ce moment à Montréal avec le maire Denis Coderre. Là, on parle, et Régis Labaume à Québec, on parle d'avoir plus de pouvoir de Québec, mais néanmoins, à l'étranger, est-ce qu'il existe des modèles de villes très autonomes, là, qui sont à l'avant-garde, si on veut, en termes d'autonomie? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête là-dessus? Oui, je veux dire, des villes très autonomes. Quand on regarde rétrospectivement les tentatives qui ont été menées depuis les années 60 de réguler l'échelle métropolitaine, on s'aperçoit que les résultats sont très décevants. En fait, ce qu'on constate, c'est que les conflits qu'on observe sur le territoire, les conflits d'intérêts, mais aussi les conflits de valeurs, dans quelle sorte de ville est-ce qu'on veut vivre, oui. On voit que dans les ensembles métropolitains, il n'est pas facile d'arriver à des compromis. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu des tentatives. La région de Londres ont mis sur pied, dans les années 60, une structure de concertation et de planification à l'échelle de la grande région métropolitaine. Mais comme on sait, en 1986, Margaret Thatcher a mis fin à cette expérience. Tokyo a aussi mis en place une structure de gestion métropolitaine, mais ça couvre uniquement une partie de la région métropolitaine. Ouais. Ça rassemble 12 millions, alors que la région métropolitaine, c'est plus de 30 millions. On doit malheureusement s'arrêter là. Pierre Hamel, Gérard Baudet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse, mesdames et messieurs, sur une recommandation de lecture. C'est Sociologie et société, ville contemporaine et recomposition sociopolitique. Et c'est co-dirigé par Pierre Hamel. À tout de suite. Alors, on approche de la fin de l'émission. C'est maintenant l'heure du segment hors-champ et on retrouve nos invités Gérard Baudet et Pierre Hamel. Gérard, je commence avec vous. Qu'avez-vous à nous apprendre cette semaine? Oui, bien, je reviendrai brièvement sur les Jeux de Sotchi, en particulier sur ces commentaires de très nombreux journalistes sur l'atmosphère, l'ambiance dans le milieu des bénévoles. C'est assez fascinant de voir à quel point la magie des Jeux et de tous ces grands événements, qu'on parle du Mondial, qu'on parle des Olympiques, qu'on parle des Expos internationales, continue à jouer. Et je pense que ça explique en bonne partie la facilité qu'ont les gouvernements à s'engager dans des opérations qui sont absolument gigantesques et dont le coût, on l'a vu avec les Jeux tenus en Russie, dont les coûts sont carrément exorbitants. Oui, 50 milliards de dollars. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intriguant dans la manière dont on peut endosser assez rapidement. Montre enthousiaste devant tant de féeries. Par cette magie de ces vastes opérations où les gens se sentent véritablement partie prenante de l'exercice. Un exercice habile de relations publiques. Oui. Pierre Hamel? Je pense que même si, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la gouvernance métropolitaine n'a pas connu beaucoup de succès jusqu'à maintenant, cela ne signifie pas que ce défi n'est pas toujours par devers nous. Et je pense qu'un exemple intéressant est celui du Grand Paris, malgré les embûches que ce projet a rencontrées. Ce projet a donné lieu à la création de Paris Métropole, qui est une instance de concertation entre les élus, les grands opérateurs de réseau et les chercheurs. Et à cet égard, Paris Métropole a organisé 3 conférences internationales pour réfléchir sur les métropoles contemporaines et sur les enjeux qui les recouvrent, qu'elles rencontrent. Et je pense que au cœur de
de ces rencontres, il y avait plusieurs questions, mais notamment celle de la représentation collective et de la conscience collective, d'appartenir à un même ensemble géographique et métropolitain constitue une dimension incontournable. L'aspect symbolique, l'aspect culturel. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, Paris Métropole a aussi enclenché une démarche de consultation auprès de la population parisienne qui s'identifie de plus en plus à la réalité métropolitaine. Merci beaucoup, Gérard Baudet et Pierre Hamel, et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine, comme à l'habitude, mardi sur le web et mercredi à 21h au Canal Savoir et bien sûr sur Twitter avec le mot-clic PTER. Merci. Au revoir.